Étude de cas sur le parc Frédéric Bach. Je vous présente nos panélistes. Vous aurez l'occasion de poser des questions également à nos conférencières après leur présentation. Je commence avec Josiane Leroux. Elle détient un baccalauréat en architecture du paysage de l'Université de Montréal et un DEC en technique d'architecture du Cégep du Vieux-Montréal. Elle a débuté sa carrière en 1999 chez Groupe IBI/DAA. Je le dis correctement, parfait. Où elle a travaillé sur une variété de projets publics, commerciaux, corporatifs, civiques et institutionnels. Au fil des ans, elle a développé une expertise productive et créative au sein de grandes équipes multidisciplinaires. En 2013, elle devient architecte paysagiste pour l'arrondissement de Verdun à Montréal. Et en 2015, elle rejoint le service des grands parcs du Mont-Royal et des sports, où elle se consacre entièrement et fièrement au développement et à l'aménagement du parc Frédéric Bach. En juillet 2023, elle devient chef d'équipe en fonction supérieure pour le volet réalisation des projets de la division aménagement des grands parcs métropolitains, où elle joue un rôle clé dans de nombreux projets d'aménagement au parc Frédéric Bach et au parc du Mont-Royal. Notre deuxième conférencière, Linda Fortin, possède un baccalauréat et une maîtrise en architecture de paysage de l'Université de Montréal et un certificat d'études supérieures en design urbain de l'Université d'Australie-Occidentale. Dans le cadre de sa maîtrise, elle a notamment présenté un projet de recouvrement et d'aménagement des halles de Black Lake au conseil municipal de Thetford Mines. Avant son départ pour l'étranger en 2017, elle a travaillé pour la ville de l'Assomption, puis pour Nature Action Québec, un acteur clé du développement durable de la grande région métropolitaine de Montréal. De 2017 à 2024, elle a été à l'emploi de la ville de Wanneroo, est-ce que je le dis bien? En Australie-Occidentale en tant que directrice de projet en architecture de paysage. Elle fait maintenant partie de l'équipe de la Ville de Montréal qui travaille à l'aménagement des parcs du Mont-Royal et Frédéric Bach. Je vous demande de les accueillir, nos conférencières. Donc, voilà. Je te laisse-tu... Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, on est ravis de vous présenter le projet exemplaire de réhabilitation environnementale, le parc Frédéric Bach. Le parc Frédéric Bach, c'est le résultat d'un effort concerté pour convertir un lieu d'enfouissement technique en un parc urbain, et non seulement qui offre des espaces de loisirs et de détente, mais aussi de la biodiversité et de la qualité de vie pour les voisins, pour toutes les personnes qui habitent autour. Ce projet illustre parfaitement comment la technologie avancée, une planification rigoureuse, peut transformer des défis en opportunités. Donc, au niveau de la présentation, on va commencer par une brève introduction pour localiser le parc. Nous allons aussi poursuivre avec la vision du parc. On va faire un bref historique. On va vous expliquer un petit peu nos défis techniques et opportunités. On va vous parler de notre recouvrement final. Notre plan directeur, suivi de l'éclairage, nos défis au niveau de la mobilité et de l'accessibilité du projet, et puis nos caractéristiques identitaires au niveau du parc. Donc, le parc Frédéric Bach fait partie du réseau des grands parcs de la Ville de Montréal. Il est situé dans la partie nord-est de l'île, plus précisément dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Donc, le quartier Saint-Michel, un petit peu au nord du projet Angus, qu'on a vu ce matin. Le parc Frédéric Bach fait partie du réseau des grands parcs de la Ville de Montréal et c'est le deuxième parc métropolitain avec le parc du Mont-Royal. Donc, le Mont-Royal, c'est la butte. Ici, on voit la vue à partir dans le cercle. On voit la vue à partir du parc Frédéric Bach vers le Mont-Royal. Le parc Frédéric Bach, c'est l'espace vide dans lequel on a fait un remplissage pour créer le parc. Et maintenant, cet espace-là, bien, on est en train de le développer. Si on s'approche un peu plus près du quartier, on peut voir que le parc Frédéric Bach est situé à l'intersection des rues Papineau et de l'autoroute métropolitaine. Il faut faire une distinction entre le complexe environnemental Saint-Michel et le parc Frédéric Bach. Sur la ligne pointillée rouge,
je ne sais pas si on le voit bien ici, un rouge-brun, représente la limite du CSM qui équivaut à une superficie de 192 hectares. Donc, c'est le pendant du Mont-Royal qui, lui, est de 193 hectares. Ça peut vous donner un petit peu une idée si vous êtes déjà venu au Mont-Royal. Les zones en vert pâle, donc tout ce qui est en vert et en vert foncé, représente la zone du parc à terme qui couvrira une superficie de 153 hectares. Donc, le parc Frédéric-Bach s'inscrit à l'intérieur des limites du CSM, qui regroupe un centre de soccer, le TAS, qui est un centre de roulis-roulant, si on peut dire en français, de skateboard, la centrale Biomont, qui vient reprendre nos biogaz. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'ATOU, qui se trouve être un site de spectacle à côté, et le Cirque du Soleil, pour nommer que ceux-là, avec d'autres commerces aux alentours. Au centre en vert foncé, c'est le lieu d'enfouissement de déchets, qui représente 72 hectares. C'est où ce qu'on a les petits points blancs. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on a capé le site pour pouvoir créer notre parc. Donc, le parc Frédéric-Bach, c'est un endroit fascinant et polyvalent. Il intègre l'innovation, l'environnement, la culture, les loisirs, les sports, tout en mettant en valeur l'unicité du lieu, dont la cohabitation harmonieuse entre les humains, la faune et la flore est admirable. Le parc Frédéric-Bach est véritablement un parc emblématique à Montréal. Il symbolise la transformation, la réhabilitation environnementale. Le site est passé d'une carrière à un site d'enfouissement. Aujourd'hui, il devient tranquillement un parc métropolitain. Je vais passer la parole à ma collègue. Je vais commencer par vous faire un historique un peu plus détaillé du site. On a fait des fouilles archéologiques sur le site et on n'a pas pu trouver de signes de présence autochtone. Alors, ce qu'on a de plus près là, comme présence, c'est en 1750, avec le début d'extraction des pierres. Il y avait des petites carrières à ce moment-là qui faisaient déjà de l'extraction. Ça a continué jusqu'en 1957, alors qu'il y avait 4 carrières de plus grande importance qui étaient sur le site, qui ont été achetées par les frères Miron. Alors, c'est devenu la célèbre carrière Miron. Et en 1959, ils ont ajouté une cimenterie à cet endroit-là. Et au milieu des années 60, les frères Miron se sont rendus compte que il y a certains endroits où est-ce qu'ils arrivaient à la fin des possibilités d'exploitation, d'extraction. Alors, ils ont eu l'idée de génie d'en faire un site d'enfouissement. Ils ont présenté ça au maire Jean Drapeau qui a accepté, mais ça a commencé après l'Expo 67. C'est à ce moment-là là, que la population s'est vraiment mobilisée parce que là, en plus des problèmes de poussière, de bruit avec le camionnage et le dynamitage, ils se sont retrouvés avec un problème d'odeur nauséabonde et aussi la présence de nuées de goélands qui était constante. Alors, il y a eu beaucoup de manifestations jusqu'en 84. Et là, on est arrivé avec des administrations municipales un peu plus sensibles à l'environnement. On parle du maire Doré, du maire Bourque. En 84, le site a été acheté par la Ville de Montréal. Et en 86, on a arrêté les activités d'extraction. En 88, on a démoli les cheminées. Par contre, il a fallu attendre jusqu'en 2000 pour qu'on arrête d'enfouir des déchets putrescibles et 2009 pour la fin d'enfouissement des déchets secs. En 94, là, la Ville a vraiment amorcé un virage environnemental là, pour ce site-là et on a commencé à parler du projet CESM. C'est en 95 finalement que le CESM a été créé et qu'on a commencé à aménager un sentier piétonnier
tout le tour du site. Puis en 97, il y a eu l'adoption du premier plan directeur et le mandat a été confié au service des grands parcs de la Ville de Montréal pour planifier tout le développement. Il faut dire que c'est devenu un parc parce que, avec toutes les consultations publiques qui ont été faites, c'était vraiment le souhait des citoyens. Il faut se rappeler que le quartier Saint-Michel, c'est un quartier ouvrier, pas beaucoup d'arbres, îlot de chaleur, l'indice de défavorisation est très élevé aussi. Alors, c'était logique aussi là, qu'on leur offre un parc. Alors, en 99, on a commencé à recouvrir les déchets dans les secteurs où on n'en accumulait plus. Et on a terminé le recouvrement en 2014, ce qui a fait qu'on a pu partir à ce moment-là là, de vraiment planifier le tout et aménager. En 2017, c'était le 375e de Montréal et le maire Coderre tenait à ce qu'il y ait des premiers secteurs du parc qui soient ouverts à ce moment-là pour que ce soit un leg du 375e. Alors, dans les années subséquentes, de 2021 à aller aujourd'hui, il y a eu plusieurs secteurs du parc qui ont été ouverts. Alors, en ce moment, il y a à peu près un tiers du parc qui est ouvert, mais d'ici 2026, c'est les 2 tiers qui vont être ouverts. Alors, un petit historique simplifié. On voit les 4 carrières qui étaient là à l'origine quand les frères Miron ont acheté. C'est vraiment des bandes côte à côte tout le long. La ligne bleue, c'est le contour du site. Alors, au fil du temps, on a vraiment excavé jusqu'à la limite, presque jusqu'à la limite là, au nord. La deuxième image, c'est la cimenterie, qui était, elle, à l'extrémité sud du parc. Une image de l'enfouissement des déchets et la partie du parc qui est ouverte maintenant. Alors, on est vraiment passé d'une topographie qu'on a représentée comme étant plate, mais on imagine qu'il devait avoir quand même une certaine topographie. La carrière, le site d'enfouissement où on l'a pas mal rempli de déchets, et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train d'en faire. Alors, en fait, le recouvrement final des déchets, le type 1 et le type 2, c'est pas mal ce qu'on a fait dans les premières phases. Ce qui changeait pas dans ces premières phases-là et même dans la troisième, c'est vraiment les 3 couches du dessus où on a mis de la terre végétale ou du compost, des sols à baies non compactés, des sols à baies compactés, et ensuite, si on va plus au bas, c'est le géotextile non tissé qui sert vraiment de barrière étanche entre les déchets et ce qui se passe au-dessus. Ceci, ça vous donne une idée là, du recouvrement final, de l'ampleur des travaux qu'on a fait. Puis on a une petite vidéo, on peut vous montrer un peu comment ça se traduit. Et faire ressortir ce qu'on appelle le biogaz. Si son nom traité, le biogaz et le lixivia peuvent représenter des enjeux importants pour l'environnement. Par exemple, le lixivia, s'il réussit à atteindre la nappe d'eau souterraine, eh bien, il peut la contaminer et la polluer. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'à travers le parc Frédéric-Bach, on retrouve plusieurs différentes technologies environnementales comme celle-ci qui permettent de mieux gérer les contaminants qui sont reliés à la décomposition des déchets. Mais si les déchets sont encore sous nos pieds, comment est-ce qu'ils ont été recouverts pour qu'on puisse circuler dans le parc aujourd'hui? On a posé la question à Daniel Bisson, qui est agent technique au complexe environnemental de Saint-Michel. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors, la première question qu'on aurait pour vous, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi les différents matériaux qui ont été utilisés pour recouvrir les déchets?
Les déchets avaient besoin, à la fin de chaque journée, d'être recouverts par un recouvrement journalier pour empêcher les nuisances du site, c'est-à-dire le vent d'emporter la poussière et les déchets, les animaux d'aller dans les déchets et le gaz et les odeurs de sortir. Après ça, on a rajouté des débris secs quand les déchets ont terminé d'être mis en place pour donner une forme au site, une forme de dôme pour forcer l'eau à s'écouler vers les côtés. On a rajouté un géotextile par-dessus ces débris secs et une petite couche de matériaux drainants, du sable, pour faciliter l'écoulement du gaz vers les puits de captage. On a débuté le recouvrement final avec une première couche de matériaux très imperméables, c'est-à-dire des sols très fins qu'on a compactés, presque proches de l'argile. On a rajouté une couche de protection pour protéger cette première couche-là si on avait à intervenir dans le parc. Une couche de matériaux plus faciles pour la plantation pour protéger contre l'érosion de l'eau et du vent. Et on était prêt après ça à fabriquer le parc par-dessus le recouvrement final et les déchets. Il y a différentes épaisseurs qui ont été rajoutées pour ne pas aller intervenir dans les couches de recouvrement final. Moins épais où est-ce qu'on a juste du gazon, jusqu'à plus épais, tout dépendant des plantations qu'on a par-dessus, les arbres étant le plus épais pour le réseau de racines se distribue mieux dans le sol. Et puis, combien de temps est-ce que ça a pris, en fait, pour recouvrir tous ces déchets-là? Ça nous a pris environ 9 ans fabriquer la forme qu'on voulait du parc. Et 4 ans de plus pour le recouvrement final, pour être prête à fabriquer le parc ensuite par-dessus. Comment est-ce qu'on s'assure que la décomposition des déchets est sécuritaire pour et l'environnement et les gens du quartier? On a une équipe d'environ 15 personnes qui est dédiée à surveiller à la fois à l'intérieur les réseaux de captage de gaz et de captage des eaux, s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour les citoyens, pour les équipements. On a des équipements automatisés, mais aussi des mesures manuelles dans toutes les sphères qu'on voit sur le site, mais aussi dans des infrastructures à la fois dans le site et à la fois dans la périphérie du site. Et est-ce qu'on trouve encore des matières résiduelles aux alentours du parc? La Ville de Montréal s'occupe encore de certaines matières résiduelles qu'elle va traiter ici, entre autres les feuilles mortes. On voit dans le parc encore des andins qui sont en préparation de compost, qui sont faits avec les feuilles récupérées un peu partout dans la Ville de Montréal. Et on a encore aussi le centre de tri qui est encore en opération. Mais dans le parc... Donc, merci à Daniel Bisson de nous avoir expliqué un petit peu c'est quoi notre recouvrement final. Donc, comme disait Daniel Bisson, on a quand même beaucoup de contraintes techniques et de défis face au suivi environnemental. On doit gérer les eaux, donc les eaux de pluie, pour empêcher la percolation, d'atteindre les déchets et pouvoir générer du lixivia. Le lixivia, c'est l'eau qui est générée à la putréfaction des déchets, qui est recueillie dans le fond et qui est envoyée un peu plus loin. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus, vers une usine de lixivia. On doit maintenir un accès quotidien aussi à tous nos éléments de biogaz. Et pour pouvoir ouvrir le site, le ministère de l'Environnement nous avait obligé de créer un boîtier pour protéger ces éléments-là, d'où la sphère que Daniel Bisson nous a expliqué ici. On a choisi la sphère, on a eu beaucoup de prototypes, on a travaillé sur plusieurs boîtiers qui devaient être répétés parce qu'on a 250 puits sur le site qui vont être intégrés au parc éventuellement au gré de l'ouverture. Donc, il fallait protéger ces éléments-là, mais aussi laisser les gens, les employés du service de l'environnement de venir visiter ces puits-là tous les jours pour prendre des tests d'émissions de biogaz. Donc, ces boîtiers-là, à répétition, on voulait qu'il y ait quand même un look esthétique. Donc, on a choisi la sphère, étant donné qu'on a des tassements de sol, des mouvements dus à la putréfaction des déchets. On a choisi la sphère qui, elle, si jamais bouge un peu, va rester toujours un cercle. Donc, on verra pas le côté croche du boîtier. En dessous, comme je disais, dans le fond, il y a des puits, puis là, c'est relié au fond à un réseau de conduite qui mesure environ 17 km de conduits souterrains qui relient partout sur le site en entier. D'autres contraintes et défis, comme on sait, c'est une ancienne carrière, donc on a encore des falaises qui sont apparentes, donc l'accessibilité au site
n'est pas facile de tous les côtés. C'est un site qui est enclavé aussi au sud par l'autoroute métropolitaine qui agit comme une barrière psychologique pour la traversée pour les gens du quartier aux alentours. Donc, on a un beau défi de ce côté-là. Puis, il n'est pas toujours le projet, il n'est pas visible du quartier, à moins qu'on traverse ces barrières-là. On a 18 points d'entrée au parc en ce moment. Donc, on réaménage de plus en plus au gré des phasages qu'on fait. Le site étant immense et clairsemé d'arbres, c'est un site qui est venteux, qui vient très chaud l'été, mais très, très, très froid l'hiver aussi. Fait qu'on vit là-dedans. Fait que ça nous donne des beaux défis aussi là-dedans au niveau de la végétation, de la plantation. Il faut qu'on ait de la plantation qui résiste à ça. Il y a aussi le défi d'approvisionnement pour créer nos projets. Donc, les sols, en ce moment, c'est des sols pauvres. Fait qu'on a des enjeux d'espèces envahissantes exotiques qui viennent sur le site pour aller vraiment... On a des enjeux aussi au niveau de la faune, des oiseaux migrateurs. Donc, on a beaucoup, beaucoup de défis, mais qu'on relève quand même pour pouvoir développer notre site. Toujours l'eau aussi, qui est très, très, très important d'être dirigée au point le plus bas. Donc, comme je parlais, on a beaucoup d'actions durables aussi. Je parlais du biogaz. C'est ça, les déchets putrescibles génèrent du biogaz. La vapeur générée est captée par l'usine Biomont, qu'on voit ici en haut à droite. L'usine Biomont vient transformer ces biogaz-là en vapeur qui vont venir alimenter et climatiser les bâtiments du Cirque du Soleil et la TOU qui sont à côté. En même temps que le biogaz qui doit être géré, comme je disais, l'eau de ruissellement doit être gérée. Donc, dans le fond, ce qu'on génère en bas, parce que quand même, on veut essayer d'envoyer l'eau le plus loin possible des déchets, le faire sortir. Il y a toujours une petite quantité quand même qui est générée au fond. Donc, on a une usine de lixivia où le lixivia va être traité, qui va être décomposé à l'aide de bactéries, qui va rendre la lixiviation en eau plus propre pour l'environnement. Donc, après ça, on peut la rejeter dans l'environnement sans problème, étant donné que notre site est vraiment près de la nappe phréatique. Donc, on a comme pas le choix pour l'environnement. Donc, on a pour objectif, dans ces aménagements-là, de valoriser les sols perturbés. On met en place une saine gestion des matières résiduelles. On met en valeur la notion de transformation, évolution, recyclage pour susciter, consolider les partenariats environnants et de la Ville de Montréal. Donc, c'est à peu près ça. Donc, on parle de revalorisation. Les principaux matériaux qu'on entrepose, parce qu'on a un site en développement de parc, mais on a toujours une zone qu'on garde fermée. On revalorise les copeaux de bois, le compost, le sable, le terreau, les boulders, pierres concassées. Donc, on a beaucoup de frênes qui sont abattues à chaque année encore à cause de la grille du frêne. Donc, on reçoit les bio chez nous. On les équarrit, on les met en planche, on les fait torréfier, on vient créer notre mobilier signature qu'on voit ici en bas à droite, qui est travaillé avec nos ateliers municipaux de la ville. Donc, c'est une expertise interne qu'on conserve. Tout est travaillé à l'interne chez nous. Par souci d'économie aussi, créer un parc, on a besoin de beaucoup de sol, donc on crée notre propre terreau. Donc, avec la réception de tous les matériaux qu'on reçoit, une partie de sable, une partie de compost, une partie du sol AB qu'on reçoit, qu'on fait tamiser à chaque année. Puis l'autre partie, c'est... J'ai un blanc. Le paillis. Donc, tout ça mêlé, on crée notre terreau pour fin de plantation. Quand on prépare notre nivellement, parce qu'on ne peut pas creuser en bas du recouvrement final, donc tout est construit en surépaisseur par-dessus. On a encore besoin de sol, fait qu'on reçoit tous les sols, la majorité des sols des chantiers environnants de Montréal. Donc, on les reçoit, catégorisés sol AB, quand même qu'il y aurait des roches, on travaille avec. On peut les passer au peigne, on peut les passer dans un tamiseur. Les roches, on les réutilise pour nos aménagements. Donc, on tente de travailler avec tout ce qu'on peut.
puis tout ce qu'on peut avoir pour sauver des sous. Le compost, lui, à chaque automne, on reçoit des arrondissements de la ville, de partout, les feuilles ramassées sur les rues, sur les terrains, on les reçoit toutes, on les désensache, on crée des andins. Comme on voit l'image là, avec ces andins-là, ça prend tout l'hiver, au printemps, déjà, le compost y est prêt. Il y a une partie qui est distribuée à les gens de la ville sous présentation de preuve que tu habites à Montréal. Donc, ils peuvent repartir avec leur compost pour le jardin et le reste est dédié à notre parc pour l'entretien du parc, mais aussi pour la création des autres phases en travaux. Donc, c'est près de 4 millions de tonnes de matériaux qui ont été recyclés pour aménager le parc à présent, jusqu'à maintenant, sauvant ainsi jusqu'à présent près de 55 millions aux Montréalais. Alors, le plan directeur, le premier, comme je disais tantôt, a été développé en 1997. Mais évidemment, au fil du développement, au fil des erreurs, des leçons apprises pendant le développement de certaines sections, le plan directeur a évolué. Le dernier qui est encore en vigueur, c'est celui de 2022. On prévoit qu'il va y avoir des ajustements mineurs, mais en gros, il est pas mal fidèle à ce qui va être construit. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que comme le site d'enfouissement était encore en action, en activité quand on a commencé les aménagements, c'est ce qui nous a forcé aussi à se réajuster parce qu'il y a des endroits où on ne pouvait pas faire ce qu'on avait prévu. Si on regarde les phases de développement, la phase, le bloc 0, c'est en fait tout ce qui s'est produit avant 2017 et c'est majoritairement des travaux qui ont été faits sur la couronne du site parce que c'est seulement qu'en 2017 là, qu'il y a une partie qui a été ouverte là, aux citoyens. Alors on voit les sentiers là, qui étaient en périphérie. La rue Paul Boutet, qui donne vraiment sur l'entrée principale du site, a été faite à ce moment-là. Mais par contre, l'accès au site par cette rue-là n'était pas complété là, à ce moment-là. Il y a eu évidemment la TOU qui a été construite, mais il y a aussi le Cirque du Soleil, l'École nationale de cirque, le TAS et le Centre de soccer de Montréal qui ont été tout construit avant l'ouverture du site. Alors, ce qu'on a fait en ouvrant ensuite là, les différents secteurs, c'est qu'on a planté des arbres et des arbustes en talus, puis on a mis une clôture pour un peu cacher là, ce qui se passait encore dans l'ancienne carrière, dont l'enfouissement de déchets. Alors, en 2017, c'est là qu'on est vraiment rentré dans le parc. On a construit le secteur A, qui est le secteur Papineau, qui lui était en couronne. Et c'est vraiment ce qui nous a donné un accès là, au parc en lui-même. Et on a un peu reproduit dans ce secteur-là les cinq éléments qui vont caractériser le parc, c'est-à-dire un abri qui représente le futur amphithéâtre. Il y avait les murs en gabion qui représentent les falaises. Il y avait il y a un bassin de rétention aussi qui représente le futur lac. Alors, on s'est vraiment attardé là, à représenter tout ça. Et puis, on a aussi ouvert, cette fois-là, dans le parc, le secteur du Boisé-Est. La partie supérieure du Boisé-Est, en fait, c'est plus en surplomb, là, un secteur qui est tout près là, des résidences qui sont à l'arrière. Et c'est le legs du maire Coder pour le 375e. C'est 13 hectares.
Alors, on a aussi réaménagé 5 entrées en gardant le pavé, le motif de pavé là, qui a été installé sur la rue Paul Boutet, pour question d'avoir une certaine homogénéité là, de tout ce qui se développe à ce moment-là. Le bloc 2 a été construit jusqu'en 2021 et si on regarde là, le secteur D, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment relié la rue Paul Boutet à ce qu'on appelle la voie protocolaire. Mais en fait, c'est le seul élément patrimonial qu'on a réussi à garder pour le parc. C'est une voie bétonnée qui était empruntée par le camionnage pour descendre dans la carrière. Alors, de toute façon, ça aurait été extrêmement dispendieux d'éliminer ça, parce que je ne sais pas si vous pouvez imaginer quelle épaisseur ça peut avoir comme dalle de béton. Fait qu'on a développé ce secteur-là. Et puis le bloc 2, le bloc E, c'est en fait la section du parc qui est cette fois en surplomb des résidences. On a carrément une vue sur les cours des résidents qui sont là. Et encore là, ben c'est ça, on a construit des talus et des sentiers pour essayer, des murs de soutènement, pour essayer de minimiser les vues. Si on regarde la largeur, la dimension des sentiers, tout ce qui est en couronne, ils ont 5 mètres de large, et les sentiers dans le parc, la promenade, elles ont 7 mètres. Le bloc 3, il est en cours de développement et on a à la fois le secteur du Boisé Sud. Et c'est-tu la bonne page? Non, c'est pas la bonne. OK. Celle-ci. OK. Alors, le secteur Champ-Doré et le secteur du Boisé-Ouest. Alors, le secteur Champ-Doré, c'est le secteur A. Puis, c'est en fait que les résidents qui sont au nord, là, la carte a été mise à l'horizontale parce que c'est plus lisible comme ça. Mais en fait, le nord est à l'extrémité gauche. Les résidents de ce secteur-là avaient très peu accès au parc. Alors, on a vraiment tout réaménagé, éclairage, sentier, pour vraiment leur donner un accès beaucoup plus facile et sécuritaire. Le secteur du Boisé-Ouest, celui-là, c'est probablement là où il va y avoir le plus d'animation. Les représentations qu'il y a en bas, il va y avoir une placette puis des endroits des butons qui vont être en surplomb où on va avoir la vue à la fois sur le Mont-Royal et sur le stade olympique. Il y a plein d'activités qui sont programmées dans ce secteur-là. Okay, parfait. Maintenant, la phase de développement 4. En fait, c'est celle qui est en cours de planification. Il n'y a pas non plus de lien direct entre la rue Papineau ou la Couronne de ce côté-là, où est-ce qu'il y a le Taz et le stade de soccer, et de l'autre côté du parc, et ça a été demandé beaucoup par les citoyens. Alors, il va y avoir une passerelle de 150 mètres de long qui va surplomber le parc. Et ensuite, pour le reste de la section, ça va aller rejoindre les sentiers existants. Il ne reste plus beaucoup de temps, je vais essayer d'accélérer. Donc, on a une stratégie d'éclairage. Donc, le site étant immense, on veut essayer, c'est un des seuls endroits avec le Mont-Royal où on peut penser à essayer de respecter le dark sky, donc le ciel étoilé de nuit. Donc, ce qui est préconisé ici, c'est d'avoir un éclairage de la piste multifonctionnelle sur la couronne qui fait le tour du parc au niveau du quartier. C'est le seul endroit qui va être éclairé et le reste, au centre, c'est seulement les éléments comme la passerelle ou certains petits secteurs qu'on va pouvoir éclairer, mais de façon très
limité, mettons. Puis, on peut remarquer aussi que les sphères, tous les points blancs, c'est nos sphères. Ils ont une qualité de peinture luminescente. Donc, dans la journée, elle va venir capter la luminosité. Donc, à la pénombre, ces sphères-là, ils vont passer du bleu au vert, puis ils vont s'éteindre tranquillement avec la nuit. Donc, c'est les seuls éléments. On peut s'amuser, un petit fait cocasse, on peut s'amuser avec nos cellulaires en soirée, passer, faire des petits graffitis sur nos sphères, puis s'amuser au gris. C'est un petit graffiti écologique. Donc, je disais aussi, je vais passer rapidement, défis en transport. Donc, on travaille beaucoup sur le développement, le déplacement actif par notre piste multifonctionnelle. Donc, éventuellement, on veut avoir des navettes avec autonomes ou non pour pouvoir se déplacer du point A au point B. Donc, en gros, petit résumé, le parc Frédéric-Bach, c'est un lieu qui est apprécié par la biodiversité. Donc, on a beaucoup d'animaux, toutes sortes, de tout genre, des insectes aussi. C'est un lieu immense et spectaculaire. Vas-y. C'est aussi un site festif et ludique. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, des ateliers de fabrication de cerfs-volants. Il y a beaucoup de groupes scolaires qui vont au parc aussi pour passer des journées à la nature, dans la nature en ville. Beaucoup d'activités musicales aussi. C'est aussi un lieu d'apprentissage, de démonstration en collaboration avec l'ATOU, le service d'environnement de la Ville de Montréal, Biomont, qui sont là pour parler des aspects techniques et environnementaux. Alors, les caractéristiques identitaires à retenir de ce site-là, c'est l'immensité, l'expérience hors norme et le génie environnemental. Voilà, merci. On va passer à la période de questions. J'ai une question budgétaire, ça nous intéresse. Parlez-nous donc un peu du financement. Il vient toute la Ville de Montréal pour ce projet-là? Ça se finance comment, tout ça? Puis est-ce qu'il y a des sources de revenus? C'est des règlements d'emprunt. Fait que, toute la Ville de Montréal? Oui, PTISA, on a un règlement d'emprunt de 142 millions qui est déjà réservé pour le développement de ce parc-là. Donc, là-dedans, ça inclut les salaires, nos salaires, les études au préalable, jusqu'à la construction-réalisation. Ensuite, ça passe au niveau de l'entretien à la ville. Ça, c'est un peu plus difficile. Là, on est rendu en budget de fonctionnement. Fait que ça, c'est le parent pauvre de notre projet, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on doit travailler vraiment de concert avec nos équipes d'entretien pour tenter de faire des aménagements le plus simple possible et le plus facile d'entretien. Est-ce qu'on aurait une autre question? Oui. Si je peux rajouter, il y a aussi toute la question de la caractérisation environnementale qui nous gruge beaucoup de budget parce qu'on a beau avoir recouvert dans certains secteurs, c'est pas suffisant, notamment où il y avait la cimenterie. Il y avait un énorme réservoir d'hydrocarbures. Il n'est plus là, mais par contre, la contamination est là. Et si on veut l'ouvrir pour que ça devienne un parc, on n'a pas le choix, on a l'obligation de décontaminer. Et puis, les coûts de décontamination ont vraiment explosé au point où on est rendu dans certains secteurs à se demander si on va ouvrir, si on ne va pas tout simplement laisser certains secteurs clôturés. Comment s'est faite l'acceptabilité sociale ou l'évolution du concept là, avec la population dans les environs, dans le processus là, de développement, les différentes phases? Bien, ça a été des consultations publiques et il y avait le comité
comment ça s'appelait? Vie en santé Saint-Michel? Vie Saint-Michel en santé. C'est ça, qui ont été vraiment impliqués. En fait, tous les acteurs du milieu se sont impliqués massivement pour orienter ce qu'on faisait avec ce parc-là. Puis, je dois dire que c'est positif à 100%, là, toutes les actions qui ont été entreprises. Parce qu'ils ont vraiment eu non seulement l'impression, mais c'était la réalité. Leur opinion a été prise en compte complètement. Est-ce qu'ils ont été le moteur ou c'est une volonté de Ben, moi, j'ai l'impression que oui. À partir du moment où, en fait, je pense que c'est l'avènement du lieu d'enfouissement qui a fait en sorte là, que là, ça a été vraiment le point de départ pour dire ça suffit. Il y en avait assez là, d'être laissé pour compte. Déjà que la carrière, c'était une nuisance importante. Là, le site d'enfouissement, là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Est-ce qu'on aurait une autre question? Oui, bonjour, c'est ça. C'est pour savoir s'il y a d'autres sites similaires à Montréal que vous prévoyez peut-être utiliser le même modèle pour embellir, parce que je pense qu'il y a d'autres carrières. Hein, oui, qui il y a servent, la carrière Francon aussi, qu'on appelle carrière Saint-Michel, qui est juste à côté. Dans le fond, le quartier Saint-Michel, il est enclavé carrément au milieu de l'ancienne carrière Miron et la carrière Francon. Il y a la carrière Francon qui n'appartient pas au service des grands parcs, qui appartient au service du développement immobilier. Donc là, pour l'instant, cette carrière-là sert de lieu pour la neige, de dépôt à neige, puis de lieu d'entreposage de clos d'entreposage pour certains matériaux à grandeur de la ville. Il y a d'autres secteurs qu'on inspire, par contre. Pour l'instant, c'est le seul qu'on aménage en parc, mais on inspire quand même des collègues qui sont en train de travailler sur le parc de l'Ouest, le grand parc de l'Ouest, sur lequel il y a beaucoup de sites là-dedans en continuité au niveau de l'échangeur Turcot, la cour Turcot où il y avait justement des trains. Je sais plus si ça appartient à CN ou CP ou je sais pas, mais on inspire beaucoup des collègues avec la falaise Saint-Jacques et tout et le parc qu'ils sont en train de développer là. Donc, mais un site d'enfouissement de déchets comme ça, actuellement non, mais on sait qu'il y a plusieurs sites comme le parc Laurier qui a été fait justement sur un ancien site de déchets aussi, mais ça fait très, très, très longtemps, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus de putréfaction, fait que ça s'est fait vraiment avant nous. Fait qu'on est quand même des précurseurs ici. Je pense qu'on est le seul, même au Québec, même au Canada. Tu sais, je dirais le plus près de nous, c'est le site à New York, l'île le Fresh Kills, qui, eux, ils ont enfoui tous les déchets du 11 septembre sur cette île-là, mais ils l'ont pas encore développé en parc. C'est pas ouvert au public. Je pense qu'on est le seul qui est ouvert au public, là, par les moyens qu'on a fait. Merci. On aurait le temps pour une autre question. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup.